C'était un engagement du candidat François Hollande, placer la France sur la voie de la transition énergétique. C'est toujours l'objectif d'un projet de loi déposé par Ségolène Royal, la ministre de l'écologie et de l'énergie. Elle confirme en tout cas la volonté du gouvernement français de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 73% aujourd'hui à 50% en 2025 et en parallèle d'augmenter la part des énergies renouvelables. Avant d'en parler avec nos deux invités, les explications de nos confrères de France 3. Sa copie à la main, Ségolène Royal se prépare à un numéro d'équilibriste. François Hollande l'avait nommé à l'environnement pour ménager les écologistes. Autant dire que son projet de loi sur la transition énergétique était attendu. Sans surprise, Ségolène Royal y a mis beaucoup de verre, tout en se gardant de trop secouer l'industrie nucléaire. Je ne souhaite pas que l'on oppose les énergies les unes aux autres. Mon souci, c'est de dépassionner le sujet pour être efficace, concrète, proche du terrain. Parmi les mesures annoncées, des incitations fiscales pour les travaux de rénovation énergétique, des chèques énergie pour les ménages les plus modestes et 7 millions de bornes de recharge de véhicules électriques supplémentaires d'ici 2030. Mais Ségolène Royal refuse d'opter pour un arrêt brutal des centrales. La part du nucléaire baissera bien de 75% à 50% comme prévu, mais EDF gardera la main sur les infrastructures. De quoi décevoir les organisations non gouvernementales comme Greenpeace et diviser les députés écologistes. Pour nous, écologistes, c'est la bonne base de travail pour avoir ce virage dans la politique de l'énergie en France. Non seulement les Français n'y trouvent pas leur compte, non seulement les générations futures vont le payer cher, mais pour l'instant, ici et maintenant, si je puis dire, ce sont les écologistes qui, une fois encore, ont été trompés et trahis. Delphine Batho a été congédiée du gouvernement pour avoir critiqué le trop faible budget alloué à l'écologie. Désormais dans les rangs des frondeurs socialistes, elle se lâche. Avec Ségolène Royal, j'ai une divergence de fond sur l'appréciation de la politique décidée par le président de la République. Elle en est satisfaite, moi c'est pas mon cas. Ce projet de loi nécessiterait tout de même entre 15 et 30 milliards d'euros d'investissements supplémentaires chaque année, des dépenses pour lesquelles il faudra trouver des financements. Alors avec nous en plateau pour évoquer ce projet donc, de transition énergétique, Julien Bayou d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et conseiller régional d'Île-de-France. Puis en face de vous, Yves Marignac, bonsoir. Bonsoir. Yves Marignac, vous êtes directeur du cabinet WISE, WISE Paris pour World Information Service on Energy. C'est un réseau d'expertise et de collecte d'informations présenté comme fiable et indépendante. C'est vous qui le dites, donc sur l'énergie et le nucléaire. Alors d'abord, ma première question, Julien Bayou, est-ce que vous êtes satisfait de ce projet de loi ou bien vous estimez comme Noël Mamère que les écologistes ont été trahis? Alors déjà, je vais profiter du direct pour saluer la démarche des intermittents et soutenir leur mobilisation. Ils sont actuellement 200 à occuper la société de Guettaz. Je ferme la parenthèse, voilà, désolé. Sur le projet de loi, en fait, c'est extrêmement petit bras. C'est-à-dire qu'on s'attendait à une révolution. On a besoin d'une révolution pour réorienter notre économie, pour faire baisser les charges des ménages. Il y a énormément de ménages qui ne peuvent pas se chauffer ou mal se chauffer. Et puis créer des emplois et baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et là-dessus, sur tout ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment de concret. On est dans les slogans. Alors, les mots sont assez jolis, sont plaisants à entendre. Mais dans le concret, dans les financements, quand on rentre dans le détail du texte, malheureusement, c'est vraiment très petit bras. On va prendre quelques-uns des points de ce projet l'un après l'autre en détail. Parlons du nucléaire, qui est un des gros morceaux, on peut dire, de ce projet de transition énergétique. Donc le gouvernement s'engage à ce que la part du nucléaire dans la production d'électricité passe de 73% environ aujourd'hui à 50% en 2025. Est-ce que vous, l'expert, ça vous paraît réaliste ? Alors oui, ça me paraît réaliste. Je voudrais juste dire que c'est un des objectifs fixés aux horizons 2025, 2030, 2050 et que cette partie-là de la loi me semble tout à fait utile pour donner un cap. Donner un cap clair à moyen long terme. Ce qui manque dans la loi, c'est effectivement beaucoup plus les éléments, la feuille de route qui reste très brouillonne. Et typiquement sur le nucléaire, cet objectif qui était un engagement du président de la République est maintenu dans la loi. Mais justement, tout l'enjeu de la loi était de définir les moyens pour atteindre ces 50% de nucléaire à 2025 et donc la façon dont l'État pourrait, au nom de la politique énergétique, fermer des réacteurs. Et là-dessus, c'est le blanc complet. Un des moyens de réduire la part du nucléaire, c'est de fermer les réacteurs les plus vieux ou les plus dangereux. Ou ceux qui coûteraient plus cher
Et l'État, en tout cas tel qu'il est pour l'instant, l'État ne se donne pas les moyens de fermer un réacteur en France. Oui, là c'est complètement incroyable parce qu'on parle de gouvernance énergétique, etc. L'État est propriétaire à 84% d'EDF et refuse, c'est vraiment se coupe le bras, refuse de se donner les moyens dans la loi. Qui décidera alors éventuellement de la fermeture d'un réacteur ? Eh bien, ce sont EDF, mais l'actionnaire, l'État, à 84% encore, n'a pas donné le signal en fait. Donc politiquement c'était possible et juridiquement ils viennent d'empêcher de le faire. Ce qui veut dire que le gouvernement français est quelque part pieds et poings liés à EDF. Il a reconnu en tout cas ce pouvoir d'EDF. Ce qui ressort dans la loi sur ce point montre bien que c'est davantage EDF qui impose sa vision au gouvernement que l'inverse sur ce sujet. Et c'est effectivement un vrai problème démocratique. Ceci dit, l'autorité de sûreté nucléaire aura son mot à dire par rapport à la sûreté des réacteurs au-delà de 40 ans qui n'est absolument pas garantie au jour d'aujourd'hui. Et puis les investisseurs et la réalité industrielle va s'exprimer, c'est-à-dire qu'on est sur des ordres de grandeur de centaines de milliards d'euros pour renforcer la sûreté de l'ensemble du parc si on voulait le prolonger. Et en plus, dans des délais très courts, c'est-à-dire que 80% du parc a été mis en service en 10 ans, ça veut dire qu'il faut traiter 50 réacteurs en une dizaine d'années. Ouais. C'est en fait hors des capacités industrielles et financières d'EDF aujourd'hui. Donc la réalité va décider ce que le gouvernement n'a pas choisi de ne pas imposer dans la loi. 58 réacteurs nucléaires. 58 réacteurs. Et alors, dont certains très vieux. Justement, et dans cette loi, la loi ne donne pas la possibilité au gouvernement de mettre hors service une centrale après 40 ans. C'est ça. Ce qui avait été imaginé, prévu. Et au départ, elles sont construites pour 30 ans. Elles ont été prolongées à 40 ans. Évidemment, pour celui qui l'a construit, c'est une question de coût et d'amortissement. Sauf qu'en fait, comme le disait monsieur, à prolonger, il faut aussi mettre aux normes de sécurité post-Fukushima. Et ça a un coût délirant qu'on ne peut pas prendre en compte. Et donc, le rôle de la loi, c'était d'expliquer pourquoi est-ce qu'on pouvait fermer, pourquoi est-ce que c'était une question d'orientation économique et industrielle, et puis fermer certains parmi les réacteurs les plus fragiles. Parenthèse, est-ce que les consommateurs français ne payent pas l'électricité au prix réel en France ? Alors, il y a un vrai sujet sur l'adéquation des tarifs régulés au coût. Il y a des écarts aujourd'hui. Parce que c'est l'un des tarifs les plus bas en Europe. C'est un des tarifs les plus bas en Europe. Le point central est qu'on sait d'ores et déjà que quoi qu'on fasse, les coûts de production de l'électricité vont augmenter. Ouais. On a en face de ça un engagement à ne pas augmenter les tarifs. Donc on a un sujet politique majeur devant nous. Tout le monde, en tout cas de plus en plus de gens réalisent que la façon de boucler l'équation, c'est de travailler sur la maîtrise de la consommation. Parce que le prix unitaire du kilowattheure, c'est une chose, mais la facture, c'est ce prix fois le nombre de kilowattheures. C'est l'un des objectifs de cette loi, c'est de réduire la consommation de 50% à l'horizon 2050. Est-ce que là encore, c'est un objectif, c'est simplement des mots sur le papier, ou est-ce que c'est vraiment réalisable ? Réduire de 50% notre consommation d'énergie. C'est vraiment autre chose que des mots, parce que par exemple, il y a des millions de ménages qui se chauffent tant bien que mal, qui payent très cher leur chauffage, mais en fait, ils contribuent à chauffer les pigeons, parce que on appelle ça des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'ils chauffent, perdent de chaleur. Ouais. Et donc, le fait de rénover et de limiter la consommation, c'est bien pour l'environnement, parce que ça fait moins de pollution, mais c'est surtout bien pour le ménage. On dit toujours que l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais absolument. Alors, ça peut paraître un peu années 70, anti-gaspi, sauf que dans les transports, dans le bâtiment et puis dans l'industrie, il y a des marges de progression colossales. Alors, il y a un autre problème qui n'est pas évoqué, ou en tout cas pas directement résolu dans ce projet de loi, c'est la question sensible de l'enfouissement des déchets nucléaires. Après, on parlera des énergies renouvelables, mais l'enfouissement des déchets nucléaires. Et là, par exemple, les écologistes, vous demandez un débat parlementaire sur cette question. Oui, parce qu'en fait, il y a eu une arnaque, on peut appeler le mot comme ça, c'est-à-dire que le projet de loi a été présenté par Ségolène Royal, et dans la soirée, Matignon a renvoyé un nouveau projet de loi final qui comportait 2 articles qui n'étaient pas dans le débat jusqu'à maintenant. C'est la question de l'enfouissement des déchets en couche profonde, c'est le projet CIGEO à Bure, et ça veut dire qu'on va stocker des déchets de manière irréversible pour des dizaines de milliers d'années. Et ils veulent escamoter et faire ça par décret. Et là, il s'agit vraiment d'une entourloupe démocratique. Je me retourne vers vous, l'expert. À nouveau, le problème des déchets nucléaires, c'est un des gros problèmes du nucléaire. Évidemment, il est majeur, il n'est résolu dans aucun pays à ce jour. L'industrie pousse énormément parce qu'elle sait que c'est une des conditions de l'acceptabilité de la poursuite de ces activités. Il y a eu un débat très difficile, vraiment dans des conditions compliquées l'an dernier, sur ce projet CIGEO. Il en est ressorti essentiellement l'idée qu'il fallait se donner du temps, réfléchir,
poursuivre le débat avec l'ensemble de la société civile, ce qui est compliqué aujourd'hui. Cette introduction de cet article au dernier moment dans le projet de loi va évidemment complètement à l'encontre de ce qu'avait émis du débat. Un mot sur les énergies renouvelables tout de même. Donc le projet prévoit de passer de 13 à 32% en 2030. Là aussi, ça vous paraît réaliste? On y arrive comment? Par la méthanisation, par l'éolien, par le photovoltaïque? Comment on parvient à 32% d'énergie renouvelable dans un délai relativement court? Et ce qui est important, c'est de fixer des objectifs. Ça peut paraître un peu ésotérique, mais en fait, ça envoie un signal très fort à l'industrie et aux banques en disant là, il y aura un soutien de l'État. C'est un objectif stratégique. Vous parlez des banques, c'est la question du financement, c'est très important. C'est extrêmement important et jusqu'à maintenant, elles sont réticentes. Et aussi parce que l'État a fait un peu le yo-yo dans son soutien aux énergies renouvelables. Et donc là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concret dans ce projet de loi. Alors j'espère que les députés pourront amender, notamment les députés écologistes bien sûr, et améliorer le texte, mais pour l'instant on n'y est pas. Comment on finance le renouvelable? L'État n'a plus d'argent. C'est les banques qui vont devoir faire des prêts aux particuliers? On peut les financer évidemment par des prêts. On peut les financer, et c'est ce qui se fait beaucoup au Danemark, en Allemagne, et qui explique le succès populaire de ces énergies par du financement citoyen, du financement participatif. C'est d'ailleurs inclus dans la loi, même si ce n'est pas suffisant. Et puis surtout, on les finance d'autant plus volontiers si on les regarde comme un investissement pour l'avenir et pas comme une charge par rapport au modèle actuel. Et c'est vraiment cette vision de long terme et ce souffle qui manque un peu dans la loi. Ségolène Royal a dit la transition énergétique est une opportunité. Le débat national sur le sujet l'a montré. Mais il reste à enclencher les choses politiquement pour... Un mot encore, il y a des avances. En conformité. Ouais, et puis si on veut développer les énergies renouvelables, il faut aussi dire qu'on ferme les centrales nucléaires parce que les prolonger va coûter de l'argent. Ça n'est pas vrai que pour le contribuable, ça sera anodin. Alors, il y a des avancées aussi relativement importantes en faveur des voitures électriques et à contrario en fait des encouragements à se débarrasser de ces véhicules diesel. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est un message un peu paradoxal. Il y a le développement de l'électrique, mais on n'a toujours pas avancé sur la fiscalité du diesel. Or, ça pollue, ça c'est important, mais ça tue aussi, puisqu'il y a 42 000 décès par an dus aux particules. Et puis, il y a toute la question de l'écotaxe qui a été renvoyée à plus tard parce que ça pose problème. Or, ça génère des financements qui sont utiles pour les infrastructures de transport collectif. Donc un projet de loi, disons, la bouteille à moitié vide, à moitié pleine, en un mot? Oui, des éléments positifs, mais le nouveau modèle énergétique, qui est le nom donné à ce projet de loi, reste encore extrêmement flou. Et j'espère que les débats parlementaires vont permettre de clarifier et d'avancer. Merci à tous les deux. Merci Marignac, merci Julien Bayou d'être venu commenter ce projet de loi sur la transition énergétique en France. Merci beaucoup.